la limite, sur le comment on les identifie, je trouve que l'exemple donné par Nathalie répond assez bien à la question. Hein. Mais déjà, avant de dire comment, la première étape pour identifier ces acteurs discrets ou quasi invisibles, qu'on pourrait aussi dans certains cas même appeler la majorité silencieuse, c'est d'en avoir l'idée. C'est de se dire, il faut peut-être aller les voir aussi, ces gens-là. Et ça, là-dessus, moi, je peux parfois être assez critique vis-à-vis de mes collègues, y compris dans le domaine des sciences sociales. Il y a une tradition, si vous voulez, dans les sciences sociales, qui est de se mettre au service des opprimés, des dominés. C'est la tradition de la sociologie critique, c'est une tradition qu'on trouve beaucoup dans la sociologie du travail, etc. C'est tout à fait louable. Mais ça finit par induire des réflexes qui sont parfois, qui suscitent des contresens. C'est-à-dire que moi, je lis régulièrement des papiers où on présente la politique de continuité écologique, ou plus largement la DCE, comme un épouvantable rouleau compresseur de la domination technocratique sur les territoires ruraux, et où on présente du coup les opposants comme étant des opprimés qui essayent d'exister et de défendre leur identité face à ce rouleau compresseur. Et je trouve que c'est aller un petit peu vite en besogne, parce que finalement, ceux qu'on présente comme les acteurs locaux, ce sont seulement les opposants, c'est-à-dire ceux qu'on entend. Or, quand on regarde réellement comment sont les rapports de force locaux et qui sont les opposants, on peut largement nuancer cette grille de lecture et s'apercevoir qu'en réalité, dans les territoires, il y a tout un tas de gens qui sont attachés aux rivières, y compris dans les territoires ruraux où il n'y a pas de néo-ruraux, où il n'y a pas de bobos qui sont venus s'installer, etc. Mais qui sont pourtant installés, et cela, personne ne leur donne la parole, ni même le chercheur en sciences sociales, parce qu'ils postulent qu'ils ne sont pas là. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a vraiment un tropisme général, y compris, encore une fois, chez les chercheurs, pour ne pas aller regarder ces attachements discrets, voire invisibles, alors que pourtant, ils existent. Ils existent, mais ils ont été activement passés sous silence, y compris par les personnes attachées elles-mêmes. C'est-à-dire que là, j'ai une histoire que je raconte très souvent, hein, c'est un animateur qui nous l'a raconté. Il a réalisé une opération de remise en eau d'une rivière, de restauration, donc hydromorphologique. Et bon, ils avaient eu une opportunité foncière pour le faire, donc ils n'avaient pas eu besoin de faire beaucoup de concertation. Et le jour de la mise en eau, il a quand même fait une cérémonie où il a invité tous les habitants du village, qui était un petit village rural. Et quand l'eau est arrivée, les gens l'ont entendu avant de la voir d'ailleurs, et il s'est rendu compte avec stupéfaction qu'il y avait beaucoup d'anciens, donc pas du tout des bobos, encore une fois, beaucoup d'anciens qui avaient toujours habité là, qui ont fondu en larmes. Et il était stupéfait. C'est-à-dire qu'il y avait un attachement à la rivière qui avait été complètement occulté par ces personnes elles-mêmes, parce que c'était le progrès, parce que c'était ça, il fallait accepter, c'était ça le progrès, la modernité, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, une tâche essentielle des sciences sociales, c'est d'aller justement montrer que ces attachements existent et qui sont toujours là, en fait. J'aime bien l'expression latent. Alors après, il y a des méthodes pour cela. L'exemple donné tout à l'heure par Nathalie en était un, c'est-à-dire cette étude fine de la fréquentation sur le site. C'est quelque chose qui apprend énormément de choses. Et en plus, ça peut s'objectiver par des cartes, par des statistiques, etc. Et ça donne à voir, en particulier aux yeux des élus, le fait que ces attachements existent. Parce que, encore une fois, si ces attachements ne sont pas relayés, c'est parce qu'ils sont mal défendus, c'est parce qu'il y a peu d'intérêt économique derrière, souvent, mais c'est aussi tout simplement parce que les élus eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils existent. Et si à un moment donné, ils sont objectivés, ils sont même quantifiés, ils sont cartographiés, bref, on les rend tangibles, à ce moment-là, il y a une conscience chez les élus eux-mêmes, une conscience politique qu'il y a quelque chose ici, là, à défendre, qui relève d'ailleurs bien souvent dans des territoires qui sont en souffrance, de quelque chose qui pourrait ressembler à une fonction d'amortisseur social des cours d'eau. Hein. Nathalie disait tout à l'heure à l'ODEV, le cours d'eau, les gens qui le fréquentent, c'est aussi les gens qui n'ont pas de jardin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui est, pour moi, c'est un chantier majeur à investir et qui est très peu aujourd'hui pour l'instant. Oui, donc effectivement, j'ai répondu un petit peu à la question dans la présentation de l'ODEV, mais peut-être ça pose une autre question, c'est la question de la façon de mener l'étude. Et là, ça a été vraiment la situation dans l'exemple que j'ai présenté ce matin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout prévu d'aller interroger les gens au bord de la rivière. En tout cas, moi, je n'avais pas prévu dans mon cahier des charges. Et donc, il a bien fallu qu'à un moment donné, on accepte, et ça fait partie, je pense, du déroulement des études sociales, c'est d'accepter qu'à un moment donné du déroulement, on réalise qu'il faut aller peut-être chercher dans une direction qu'on n'avait pas forcément prévue au départ,
et prévoir. Alors on a récupéré du temps ailleurs pour ça, hein, mais pour pouvoir faire cette étude, d'aller le long de la rivière, voir qui y est, pourquoi, combien de fois par jour, par semaine, etc. Donc il y a effectivement ce type de démarche. Après, ce qu'on observe beaucoup sur les projets de restauration de cours d'eau, c'est une association plus large des acteurs du tourisme, des acteurs de l'urbanisme aussi. C'était le cas là, à l'ODEV. L'élu à l'urbanisme, elle est venue à tous les comités de pilotage. Voilà, donc c'est toujours effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, élargir et essayer de repérer au maximum en allant au bord de la rivière, mais aussi en ayant l'idée de ce que pourraient être les usages et des évolutions des usages à l'issue du projet de restauration, voir du coup qui on peut associer. Ça a un impact très fort sur les élus. Enfin, je ne sais pas, vous pourrez dire ce que vous en pensez, mais c'est un impact très fort sur les élus parce que dans le cas qu'on évoquait sur l'ODEV, les élus nous ont dit on a découvert des choses. Il y a des choses qu'on savait, effectivement, mais on n'avait pas mesuré à ce point l'attachement par les Lodévois. On n'avait pas mesuré, on n'avait pas repéré tous ces usages dits discrets. On en avait repéré quelques-uns, mais pas tous. Et il y a eu une phrase du directeur technique de la communauté de communes qui m'a dit « Nous, la rivière, on la regarde d'en haut ». Et là, effectivement, les sociologues sont allés la regarder au bord, quoi. Voilà. Mais c'est important, cette réappropriation, souvent. Alors, c'est pourtant pas du tout dans le contrat territorial du bassin versant de la Seiche, mais il y a eu une petite action en 2009, restauration sur le Télé, mais toute petite. Et en fin de compte, ensuite, il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il y ait une réflexion sur un sentier dans une zone qui était difficile d'accès. Hein. Et donc, ce n'était pas porté par le syndicat, mais c'est des gens qui ont interpellé la commune. Bon, c'est la commune où je suis élu. Et en fin de compte, on a eu 60 personnes qui ont participé pendant 2 week-ends à un chantier pour débroussailler. Et la commune a porté ensuite une restauration de sentiers de randonnée, hein, en étant vigilant aussi à ce que le milieu soit préservé. Et, voilà, et maintenant, c'est le sentier qui est le plus utilisé, quoi. Voilà, alors que c'est un milieu qui était plus ou moins abandonné, puisque ces terrains avaient été acquis par Rennes Métropole pour une future zone d'activité qui n'a jamais eu lieu, tant mieux. Mais voilà, et les gens sont les anciens qui sont partis au départ. Ensuite, c'est le local jeune qui s'associe aux anciens. Et voilà, chacun est venu avec sa tronçonneuse, ses outils. Les services techniques, on en fournit d'autres. Et des fois, c'est des travaux collectifs comme ça qui permettent des fois de redécouvrir aussi la rivière. Hein, et bon, en plus, le Télé, ça va être une des masses d'eau prioritaires sur le futur contrat territorial qui démarre cette année. Donc, ça permettra d'avancer sur ces projets, quoi. Peut-être Caroline, comment ça parle par rapport aux travaux que tu as pu conduire qui se focalisaient justement sur les usagers Oui, alors moi qui suis en sciences sociales et puis qui ai travaillé sur les opposants. Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord. Il se trouve que nous, dans le cadre de l'étude, on avait, de manière exploratoire, fait des questionnaires au bord justement des rivières sur lesquelles on a travaillé, où on a rencontré ce que j'ai appelé au fil de l'eau les personnes qui venaient au bord de la rivière et qui se promenaient. Et oui, cette question de l'invisibilité et de l'oubli de certains usagers, elle est très présente. Quand on interroge ces personnes, alors qui ont divers usages, hein, c'est promenade digestive, promenade du chien, randonnée, etc., essentiellement, ou même pêcheurs. Ce qu'on a pu observer, parce qu'on avait posé une question sur la connaissance justement, hein, des projets de restauration de la continuité, sachant qu'en plus les questionnaires avaient été passés au moment même où il y avait sur l'Aulne l'expérimentation, donc un niveau abaissé avec des barrages, on va dire, ouverts. Et sur la Seiche, c'était au moment où il y avait un projet vitrine qui se déroulait, donc pareil, il y avait de la continuité écologique. Donc avec un impact que nous, on supposait visible. Et donc on avait interrogé les gens comme ça au bord de la rivière en leur demandant s'ils étaient au courant de l'existence de ces projets et en passant par une question sur est-ce que vous observez aujourd'hui des évolutions de la rivière ? Et les gens, en fait, ne sont pas du tout au courant des opérations. Il y a une méconnaissance, alors bon, après, pour différentes raisons, hein. Il y a une question d'intérêt aussi des personnes pour la rivière, il y a une question de diffusion des informations, enfin, il y a plein de facteurs. Mais il était clair que, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on a dit, hein, c'est que ces usagers sont invisibles
aux yeux en fait des acteurs institutionnels, donc invisibles ou se rendent invisibles, et qu'il y a une absence de connaissance des projets, alors même qu'ils se déroulent en fait devant leurs yeux. Donc c'était ça aussi qui était intéressant à ce moment. Et alors après, sur la question de pourquoi se concentrer sur les opposants, c'était aussi parce que c'était en lien avec des sujets de géographie sur la question de de l'action publique et d'interroger l'action publique et de sa territorialisation. Ce qui a fait qu'effectivement, on s'est centré sur ça. Et puis, il y avait aussi un défaut de connaissance à ce moment-là là-dessus. Mais oui, la question des usagers oubliés, invisibles, elle est effectivement essentielle. Et d'ailleurs, juste pour ajouter là-dessus, dans une certaine mesure, les propriétaires de moulins qu'on a pu rencontrer ou certains usagers sur l'Aulne étaient aussi, d'une certaine manière, oubliés, cachés dans leur... pour certains, parce qu'il y a aussi évidemment une forme de patrimonialisation qui tend à l'ouverture des sites, mais pour un certain nombre, des sites qui étaient complètement fermés, en fond de rivière, invisibles, et qu'on avait tendance à oublier. Et d'ailleurs, là-dessus, le fait de se mobiliser collectivement quand on est propriétaire de moulins et qu'on est opposé, il y a aussi la création d'une nouvelle mise en visibilité, de nouvelles solidarités, et qui contribue à modifier justement cette question-là de qui est visible et qui est invisible. Oui, je voudrais juste évoquer peut-être une certaine ambivalence parfois des élus à la réalisation de ces études. Il y a à la fois l'envie de savoir, effectivement, s'il y a des attentes particulières par rapport à ces projets de restauration, s'il y a des usages qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal. Et en même temps, il y a une peur de l'association de ces riverains, de ces habitants au projet, peur de la lettre au Père Noël, peur finalement de s'engager dans quelque chose qui les engagerait eux et auquel ils ne pourraient pas répondre. Dans le cas de l'ODEV, on a eu l'élu à l'environnement qui est venu à l'atelier participatif et qui, dès le début de l'atelier, a bien expliqué qu'on ne pourrait pas prendre en compte tout ce qui sortirait de cet atelier, mais qu'on ferait le maximum. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu les deux aspects et que je crois lorsqu'on est en portage de projet, on a un rôle à faire entendre finalement des attentes et des voix qui ne se font pas entendre, qui ne sont pas structurées pour se faire entendre et qui pourtant sont là et qui peuvent se manifester à des moments où le projet commence à se structurer un peu plus et parfois un peu tard. Juste pour rebondir à nouveau sur la question des usagers ou des acteurs visibles, invisibles, je voulais signaler les travaux d'un chercheur, Rémi Barbier, qui a écrit sur ce qu'il a appelé l'ironie ordinaire et la prise de distance avec la participation de certains, de la population, du citoyen, en montrant bien qu'il y a aussi une part de la population et des personnes qui ne veulent pas prendre la parole, qui ne veulent pas être rendus visibles pour un certain nombre de raisons, à la fois parce qu'il y a la méfiance, il y a la méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics, etc. Il y a aussi l'incapacité, il ne faut pas oublier, je pense que vous le disiez tout de suite, il y a aussi pour le citoyen, pour l'usager, une certaine idée, il y a une formation aussi à acquérir, la prise de parole en public, dans les comités de pilotage. C'est des choses auxquelles il faut se former. Et tout ça peut conduire aussi à une absence finalement d'intérêt ou de volonté de participer tout simplement. Et qu'il faut bien avoir en tête aussi quand on porte le projet. Et ce qui rend difficile la mobilisation parfois des acteurs au niveau local. Je voudrais rebondir là-dessus, ça me paraît très important parce qu'effectivement, ça dépasse la question d'ailleurs des acteurs visibles ou invisibles. Mais quand vous vous lancez dans un processus de concertation ou de participation, il faut savoir que toujours, et c'est intrinsèque à la notion même de concertation, il y a le soupçon de la manipulation qui est présent. Les pouvoirs publics, quand ils déclenchent un processus participatif, sont soumis à un soupçon légitime de qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'on nous cache ? Quelle est l'intention réelle derrière ce truc ? Et donc, il faut vraiment tout le temps donner des gages, d'où l'importance de savoir dire nous à certains moments, voilà, on a une intention qui est claire, on la met en discussion, etc. Parce que sinon, dès que ça semble un petit peu flou, voire fumeux, ce soupçon-là apparaît et ça renforce cette ironie ordinaire vis-à-vis de la participation. L'autre point que ça appelle à dire, c'est que par rapport à ces acteurs justement invisibles ou discrets, à ces demandes sociales que j'ai appelées tout à l'heure latentes,
la participation n'est pas forcément la meilleure manière de les identifier et de les appréhender. L'enquête, comme c'était l'exemple dans le cas de l'ODEV, est peut-être une manière plus efficace d'approcher, sans effaroucher, j'ai envie de dire, ce type de demande sociale qui n'est pas encore organisée, qui n'est pas encore assez consciente d'elle-même pour assumer une prise de parole publique. Je pense que l'enquête est une bien meilleure approche. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que méthodologiquement, ça peut être une bonne chose de survaloriser les opposants et l'opposition. Et dans ce qu'on a dit ici, il y a plusieurs éléments qui me poussent à dire ça. Parce qu'au départ, par exemple, Xavier Laurent a dit que les études préalables, elles étaient imposées, elles étaient difficiles à faire passer, elles sont sans doute très techniques. On lui a répondu, je crois que c'est Michel qui a dit oui, mais il y a le cadre de la DIG qui s'impose aussi, donc il faut porter ça. Il y a peut-être des acteurs, mais on n'en a pas toujours l'idée, c'est ce que vous avez dit aussi. Donc malgré tout, si on force pas un peu le regard sur une opposition ou sur ces acteurs silencieux, on risque de passer à côté. Et puis ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que finalement il y a une domination forte. Il y a des codes techniques, on va faire une étude préalable qui est très technique, il y a une déclaration d'intérêt général qui elle aussi est un cadre, tout à l'heure on parlait de cadre technocratique je crois, il y a peut-être un manque de connaissances ou d'habitudes disciplinaires qui font qu'on ne va pas avoir l'idée d'aller chercher d'autres acteurs. Et puis plus généralement, on parle de restauration hydromorphologique des cours d'eau, on parle de restaurer les continuités écologiques. Et en nous écoutant, je me dis pourquoi on ne ferait pas des projets oui, c'est ça, on veut renaturaliser les cours d'eau. Pourquoi on ne pourrait pas les resocialiser au contraire? Et pourquoi on ne ferait pas de la restauration écologique et sociale des cours d'eau? Ou peut-être écologique et territoriale, ou juste territoriale des cours d'eau, parce que ce sont peut-être juste, c'est pas uniquement des jeux de langage, c'est derrière des champs qui viennent s'imposer sur le projet lui-même. Moi, la restauration écologique, je n'y connais rien du tout, ni en tant que sociologue, ni en tant que citoyen. Par contre, la restauration territoriale d'un cours d'eau, ça peut m'impliquer en tant que sociologue et aussi peut-être en tant que riverain, en tant que citoyen. C'est pas mal, c'est une bonne idée ça, restauration territoriale des cours d'eau. Ce qui est important, moi, je pense qu'on le voit de plus en plus, on voit que les élus, en tout cas chez nous, ont besoin de, il y a un besoin de réappropriation du cours d'eau. Souvent, on a des cours d'eau qui sont mis en bief, qui sont éloignés des riverains. Et on a des élus qui sont demandeurs d'avoir une remise en avant de ce cours d'eau, une remise à disposition de l'ensemble des riverains de ce cours d'eau. Donc souvent, on réalise, nous, on essaie d'avoir une enclave publique où les différents riverains vont pouvoir aller, tout à l'heure on prenait l'expression d'aller fapisser le chien, d'aller se promener. Et donc c'est important qu'on puisse avoir ça pour les différents riverains. Et ça crée du coup une dynamique positive au projet et ça limite en fait l'effet, je pense, opposant, en créant vraiment quelque chose de positif auquel les gens se raccrochent derrière. Et ça, je pense que c'est important et surtout on a une demande. Donc finalement, pour qu'on ait un lieu qui soit agréable pour les habitants, il faut qu'on fasse cette restauration morphologique, puisque si on fait la restauration morphologique, on a des petites bêtes, on a de la verdure, etc. Et ce cadre de vie, c'est celui-là qui est recherché par la population. C'est pas qu'il y ait une restauration morphologique, c'est un cadre de vie qui soit agréable et finalement on sait que ça passe par la restauration morphologique. Donc je suis assez d'accord sur le changement de nom. On doit peut-être arrêter de parler de restauration morphologique de cours d'eau, mais on doit peut-être parler plutôt d'amélioration de cadre de vie. Il y avait un élu qui me disait l'exemple en me disant aujourd'hui les jardins sont de plus en plus petits, les gens n'ont pas la place pour faire jouer leurs gamins, finalement en se réappropriant des lieux naturels dans lesquels les gamins pourront aller jouer, on va recréer du lien social et la restauration de la morphologie peut complètement s'intégrer dans ce type de projet.
Alors là, on bascule vraiment dans un format de table ronde parce qu'il y a des points qui nous réunissent et sur lesquels on est d'accord, et il y en a d'autres où on a des vrais sujets de controverse entre nous. Moi, je partage complètement l'idée. Enfin, en gros, dire que c'est de la restauration territoriale de cours d'eau, enfin, j'ai envie de dire, c'est mon fonds de commerce, quoi, quand je travaille avec les structures porteuses de ce type de projet ou avec les agences de l'eau. Et d'ailleurs, en tant que sociologue, enfin, on sait très bien que cette opposition nature-culture ou nature-société, elle est en train d'être complètement dépassée, notamment en sociologie de l'environnement. Enfin là, il y a tout un tas de travaux fondamentaux qui montrent que c'est une opposition qu'on est en train de complètement transcender, en fait, dans la pratique. Et donc, quand on restaure un cours d'eau, évidemment, on le renaturalise, on le renature, merci, et en même temps, on le resociabilise. Et c'est la même chose en réalité, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des fonctions écologiques qui, justement, remplissent des fonctions sociales et que les deux sont entremêlés. Là où on est moins d'accord, je pense, c'est dans votre parti pris de dire c'est intéressant de survaloriser les oppositions. Parce que là, moi, justement, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on fait pas forcément en le faisant exprès. Je ne suis pas sûr que ce soit un choix méthodologique assumé de survaloriser les opposants. Et par contre, on le fait en pensant que si on ne le faisait pas, on ne les verrait pas. Et c'est là-dessus que je suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire que justement, pour moi, ce sur quoi on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la restauration des cours d'eau, les opposants n'ont pas besoin d'un chercheur en sciences sociales pour se structurer et se rendre visibles. Ils le font très très bien. Tout simplement, si on reprend les grilles de la sociologie critique, parce que eux, ils disposent d'un capital économique ou culturel ou social qui leur permet de le faire. Et la forme associative qui était évoquée tout à l'heure par Caroline le souligne très bien. C'est-à-dire que ces gens, ils savent s'organiser. Ce n'est pas des acteurs invisibles. Et bien souvent, il faut dire les choses par leur nom, ce sont des gens qui tiennent le foncier, qui tiennent le bâti, qui sont les riverains en titre, et donc qui sont des notables. Et les acteurs qui vont se promener au bord de la rivière à l'Odève parce qu'ils n'ont pas de jardin, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas des notables et ils n'ont pas de propriété au bord du cours d'eau, ceux-là. Et ceux-là, ils ont besoin qu'on les aide à être visibles, beaucoup plus. Vous voulez répondre? Je réponds alors juste brièvement pour dire que oui, je pense que peut-être que si j'exagère mon propos, c'est pour qu'il soit écouté par les non-sociologues. Après, au sein de la sociologie, peut-être qu'on n'a évidemment pas intérêt à survaloriser personne, sinon c'est plus une bonne méthodologie. Mais les survaloriser pour que les experts dans d'autres disciplines viennent à s'intéresser aux dimensions, à celles qui ont été présentées ce matin, par exemple, qui touchent plus à l'opinion, à l'esthétique, à des choses comme ça. Je pense que tout le monde l'a fait un jour sur son territoire, c'est de donner aussi un nom aux cours d'eau, fossés qui sont peut-être pas des cours d'eau, etc. Ça permet une réelle appropriation, on va dire collective, hein, de la notion de cours d'eau et donc derrière de potentiellement ce qu'on pourrait vouloir dans un cours d'eau. Alors justement par rapport à ça, le travail qui a été mené par l'équipe là, dans le cadre de Morpheus, alors d'une part, nous, ça nous a permis de voir aussi que malgré nos oreilles qui étaient à l'écoute de tous les acteurs, tout le monde ne voyait pas l'opération qu'on portait avec les mêmes objectifs. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que même si au final l'opération va se faire, après il y a aussi le futur de l'opération, comment on va l'entretenir, comment on va le gérer, etc. Et comme on n'a pas les mêmes objectifs, certains n'auront pas la même vision de l'entretien, de la gestion du cours d'eau ou de la restauration du cours d'eau dans le futur. Ce qui peut amener ensuite des conflits qu'on n'avait pas eu dans la mise en œuvre ou dans l'approche, mais qui viendront un peu plus tard. Après, je pense que tout le monde a bien entendu quand on parle de table ronde, c'est qu'en fait, il n'y a rien de tout blanc, tout noir. En fait, c'est toutes ces procédures, tout notre travail. Il y a des moments, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'appuie. Une DG, c'est hyper important, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'elle a derrière des choses qui sont un petit peu négatives ou qui ne sont pas très positives sur le long terme. Et ce qui est aussi important, et là, je pense que Elsa et Virginie, quand elles ont étudié notre projet, c'est de voir qu'un projet, moi j'en connais pas des projets qui sont linéaires avec une méthode bien cadrée et qui fonctionnent à chaque fois, quoi. Alors peut-être que on est mauvais, hein, mais les collègues qui sont capables d'avoir un projet en se disant voilà, j'ai suivi une méthode et j'ai tout fait, tous les passages, et à aucun moment je suis revenu en arrière, j'ai changé, etc. C'est pas du tout linéaire, bien entendu. Ça revient, ça change, avec un objectif quand même au final qui doit rester le même, hein, bien entendu. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on fasse à force de revenir, ce qui est arrivé nous sur un projet, hein, où on nous propose de remettre un obstacle. Parce que c'était important de remettre un obstacle sur un autre projet. Donc, mais avoir une idée quand même directrice, hein,
Oui, directrice, oui, c'est ça. Et, mais le projet, il tourne, il revient, il tourbillonne. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent parce qu'effectivement, on ne les connaît pas tous, même on a une certaine légitimité sur le territoire. J'ai l'impression qu'on connaît beaucoup de gens, mais à chaque fois, on découvre encore des nouveaux acteurs, des nouveaux partenaires, etc. Et je reviendrai juste sur ce terme-là qu'on n'a pas dit, mais l'adaptabilité, j'ai réussi à le dire du premier coup, elle est extrêmement importante aussi, hein, de nos techniciens, de la part de nos élus quand c'est possible, et de l'ensemble des partenaires. Ceux qui viennent avec uniquement une vision fermée, généralement, ils ne font pas long feu sur ce type de projet, quoi. Il ne faut pas avoir peur des débats et des fois des conflits. Voilà. Parce que c'est aussi ce qui peut faire avancer les choses. Et si on prend l'histoire, la qualité de l'eau en Bretagne, s'il n'y avait pas eu certaines associations environnementales, voilà, ça aurait été plus compliqué. Ça n'empêche pas les gens de discuter, de dialoguer, hein. Moi, c'est vrai que les propriétaires de moulins ont demandé à rentrer la commission locale de l'eau. J'ai dit au préfet de rajouter leur nom, donc ça a été rajouté. Parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir des débats et ça va amener, alors pas forcément, j'aime pas trop le mot consensus, hein, mais ça va permettre d'écouter ce qu'amène l'autre et d'exprimer sa propre pensée. Et ensuite, alors il ne faut pas forcément céder sur le cadre donné, la restauration, hein, qui pour moi est importante, la restauration écologique, mais c'est dans le débat aussi qu'on avance collectivement. Et je crois que si on garde ces instances-là, c'est ce qui fait que des projets puissent se faire, quoi, hein. Et des fois, à travers des conflits, hein, voilà, mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est quand même une donnée importante, y compris dans le suivi des actions. Parce que là où on est confronté, c'est on fait des actions, déjà le paysage va pas changer tout de suite. On sait qu'il faut du temps. Et ensuite, comment on va suivre la qualité de la restauration morphologique, quoi, hein. Donc ça, c'est des données sur lesquelles il faut qu'on se penche, je pense, parce que nous, élus, on manque des fois d'éléments par rapport à la restauration morphologique. Autant quand on va dire on va travailler sur la qualité de l'eau, on va regarder la baisse du flux d'azote, on va avoir des éléments, mais à part les pêches électriques, la connaissance des invertébrés, etc., des diatonnées, c'est souvent par le fait qu'on retrouve certaines espèces de poissons. Mais au-delà de ça, on a besoin quand même d'avoir, y compris en communication, peut-être des vidéos qui permettent de montrer comment se fait le changement sur plusieurs années. Parce que des outils aussi qui permettent de communiquer, ça manque. Oui, juste aussi pour terminer, la question du changement écologique, etc., mais du changement social aussi sur les suivis d'usage, la réappropriation des espaces qui ont été restaurés. Ça aussi, c'est je pense une question qu'il faut pas négliger dans tous les projets de suivi qui sont en train de se mettre en place. Bon, Gérard Ruot, donc coprésident du CRESEB. Donc je vais conclure. Ma conclusion va peut-être alimenter un tout petit peu le point qui n'a pas été discuté. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à cette matinée. Le lien entre science et société, je pense que tout le monde l'a vu. Donc c'est le cœur de ce que veut faire le CRESEB. Donc je pense que cette matinée, c'est pas de l'autosatisfaction de dire ça, a été vraiment illustrative de l'intérêt du CRESEB. À ce propos, je voudrais qu'on remercie tous, et moi le premier, Laurent, pour l'organisation de cette matinée, et puis la cellule technique du CRESEB. Donc, si vous voulez un petit bravo, je pense que c'est pas mal, parce que c'est du travail. Donc, je me permets de... Voilà, et puis l'autre chose, c'est on parle de relations entre science et société. On a bien vu aussi que les outils que la science peut fournir, ce matin on a parlé beaucoup de sociologie aux acteurs de terrain pour le diagnostic et la décision, se confronter à des réalités qui peuvent aussi faire remonter, je pense, des questions aux scientifiques ou faire apparaître des disciplines qui sont peut-être un peu absentes. Et moi ce matin, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la dimension historique que je n'avais pas perçue comme maintenant je l'aperçois. Et ce que vous avez montré par exemple sur le Loiret, là, les 4... moments d'usage différents et de relations homme-nature autour de l'objet rivière qui étaient très différents. Je pense que si on les présente aux gens aujourd'hui, ils vont pouvoir mieux choisir ou percevoir la relation qu'ils ont aujourd'hui avec l'environnement rivière et peut-être d'autres modes, d'autres de relations qui pourraient effectivement les aider
aux choix, comme tu as dit Michel, très critiques devant nous dans le cadre des transitions qui apparaissent et des bouleversements qu'on va avoir à gérer, quoi. Donc je trouve qu'au CRECEM, on en parlait avec Laurent, je pense qu'on va peut-être se saisir dans le futur de cette dimension historique, sciences de l'environnement, enfin histoire de l'environnement, qui est peut-être quelque chose qu'on n'a pas perçu jusqu'à présent, quoi. Donc en tous les cas, donc ça c'est l'intérêt, je trouve, la réflexivité de ces liens entre science et société. C'est aussi à la science, aux scientifiques, d'écouter ce que renvoient les acteurs que vous êtes qui essayaient effectivement de mettre en pratique ces choses-là et qui nous renvoient à nous des questionnements scientifiques, je dirais. Voilà, donc je vous remercie tous et un grand merci aux intervenants. Mais j'ai trouvé que la complémentarité des interventions était vraiment remarquable, hein, entre la construction des savoirs, leur transcription en outils d'aide à la décision et puis en confrontation après au terrain, c'est extra. Et puis je voudrais remercier le public qui a réchauffé la salle parce qu'il faisait un peu frais au début. Donc c'était très bien. Et puis je vous souhaite tous et à toutes un bon appétit. Et puis à l'année prochaine pour un autre séminaire Sciences et Société. Voilà, merci.